Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Populaire. C'est la fin de l'été, la fin des vacances, bientôt la rentrée des classes. Et pendant ce mois d'août, la géopolitique mondiale, elle, n'était pas en vacances, n'a pas chômé. Vous l'avez vu, c'était la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine, les avancées russes sur le front, les Européens qui s'organisent autour de Zelensky, tentant à moitié d'obéir à Donald Trump et à contrer la Russie. Tout ça dans une vaste cacophonie d'attaques douanières des États-Unis contre les pays BRICS qui se sont beaucoup unis. On en a parlé tout l'été. Mais là, on a deux sujets importants qu'on voudrait traiter avec toi, Jacques. Merci d'être avec nous. Merci, donc, bonjour. Bonjour. Les deux sujets sont séparés, mais en même temps s'interpellent. Le premier, c'est bien justement la géopolitique mondiale. Et à quoi peut-on s'attendre, d'après toi, Jacques, à la suite des événements de ce mois d'août, de la rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump, et les atermoiements des Européens? Et l'autre, eh bien, c'est le sujet qui nous concerne en France. C'est la récente conférence de presse de François Bayrou, notre Premier ministre, qui se ouvre son poitrail pour le tir, pour la fusillade à l'Assemblée nationale pour un vote de confiance, en disant qu'il faut absolument adopter le budget qu'il souhaiterait adopter, car la France est au bord du gouffre. On a appris, Jacques, que les taux d'emprunt à 10 ans pour la France étaient pires que ceux de la Grèce et du Portugal. Bon, pas de beaucoup, mais un petit peu. Bref, tu vas nous aider à comprendre. Est-ce qu'on nous raconte des carabistouilles? Est-ce que c'est une nouvelle énième menace pour forcer le peuple à suivre ceux qui l'ont mis dans la panade? Ou est-ce qu'on a un vrai problème? Est-ce qu'on se dirige vers une vraie crise financière? Alors d'abord, la géopolitique. Est-ce qu'on a, selon toi, un rapprochement États-Unis-Russie d'une certaine manière sur le dos des Européens? Alors oui, il y a à l'évidence un rapprochement. Ce rapprochement reste modéré, mais c'est quand même un rapprochement, et on le voit avec les négociations commerciales qui ont repris, le fait que Exxon reviendra très probablement d'ici quelques semaines dans l'actionnariat de Sakhalin 2, le fait que des sociétés américaines se positionnent pour acheter des engrais russes, des métaux russes. Bon. On n'est pas encore revenu au commerce comme d'habitude, hein, business as usual, mais c'est très clair, on est en réalité sur une forme de lancée qui va aller vers le démantèlement d'une grosse partie des sanctions. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que visiblement, Trump ne croit pas beaucoup dans l'efficacité des sanctions. Alors, il en a beaucoup parlé, il a dit que si Vladimir Poutine n'acceptait pas les conditions de la paix, il mettrait des sanctions jamais vues, etc. Et en fait, on n'a rien vu. On n'a rien vu, et pour une raison très 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 simple, c'est que le commerce des États-Unis avec la Russie, c'est 3% du volume du commerce russe. Le commerce des autres pays, eh ben, les États-Unis peuvent pas trop jouer le jeu des sanctions secondaires, parce qu'il y a la Chine, et à ce moment-là, s'ils commencent à repénaliser la Chine ripostera immédiatement. Et on sait déjà que la riposte de la Chine a obligé Trump à baisser pavillon sur cette question. Donc, tu parles des ripostes secondaires sur les pays qui commercent avec la Russie, comme oui. Ceux des BRICS. On a vu même sur l'Inde une très forte résistance de l'Inde qui a dit non, on va continuer. Tout à fait. Le Brésil aussi. Le Brésil aussi a dit exactement la même chose. Bon, donc on sait que ça ne marchera pas et que le volume du commerce entre la Russie et les États-Unis est tellement faible que ça ne peut pas avoir d'effet. Bon, donc, je crois que Trump là a compris et il a compris qu'il a en réalité très peu d'instruments de pression sur Poutine. Très peu, sauf un. C'est effectivement une amélioration rapide
des négociations commerciales et de la situation commerciale entre les deux pays, ce vers quoi d'ailleurs il semble spontanément se diriger. Mais même cela, il n'est pas du tout dit que ça exerce un attrait suffisant sur Poutine, parce que bon, si moi je peux vous dire que le commerce de la Russie avec les États-Unis, ça fait 3%, bon, les Russes évidemment le savent, bon, ne vous en faites pas, ils sont pas idiots, et ils savent que même si les États-Unis abandonnaient toutes les sanctions, ont montré à 5%. Donc en réalité, ce n'est pas un sujet. Ça peut jouer tout à fait à la marge, mais c'est pas un sujet. Donc on est dans une logique où le niveau de conflictualité entre les deux pays a beaucoup baissé depuis l'année dernière, où on se parle, où d'ailleurs on se parle sur des choses importantes, comme la question des négociations sur les traités des forces nucléaires et des forces intermédiaires. On recommence à se parler sur cette question. Bon, on est en train de revenir à une forme. Je me permets de faire une césure. C'est en février 2026, donc très bientôt, que prennent terme les accords New Start. Et donc, oui, tout à fait. Peut-être une relance de ce côté-là, effectivement. Oui, tout à fait. Tout à fait. On est en train, en réalité, d'en parler. Alors, c'est pas, je dirais, le grand amour entre les deux pays, parce qu'il reste toute une série de contentieux, et de contentieux d'ailleurs qui vont bien au-delà de l'Ukraine. Il y a la question du Moyen-Orient, il y a la question de l'Amérique centrale, enfin de l'Amérique latine et de l'Amérique centrale, globalement, avec les menaces des États-Unis par rapport au Venezuela, même s'il n'y a pas d'accord de défense ferme entre le Venezuela et la Russie verrait d'un assez mauvais œil une attaque américaine sur le Venezuela. Bon, donc on a visiblement encore des choses à discuter, mais en tous les cas, on est revenu à un niveau, je dirais, de conflictualité qui est un niveau globalement d'avant le début de la guerre en Ukraine. Donc ça, c'est un point. Bien. Maintenant, il est clair aussi, et les Russes en ont tiré le bilan, que ce n'est pas décisif par rapport à la possibilité d'une paix en Ukraine. Alors, la Russie a déjà fait avancer toute une série de points. On parle plus de cessez-le-feu. La question du cessez-le-feu, elle est morte et enterrée, bon, et même les Américains admettent aujourd'hui que il faut en priorité traiter les questions de fond derrière ce conflit. Bon. C'est la grande nouvelle d'Anchorage. C'est ça le problème de l'information. Oui, tout à fait. Et bon, les Européens, Jacques, les Européens, eux, restent au cessez-le-feu, ça n'a pas bougé d'un iota. Non, même les Européens ont bougé. Faut faire attention. Quand tu lis la totalité des déclarations, les Européens désormais se positionnent sur une optique de paix. Ils sont plus du tout dans la logique d'un cessez-le-feu. Alors, il y a toute la question des garanties de sécurité qu'il faudrait donner à l'Ukraine dans le cadre de cette paix. Bon, ce qui est un point qui est d'ailleurs reconnu par la Russie. Il y a eu une déclaration de Lavrov disant oui, mais il est tout à fait normal qu'il y ait des garanties de sécurité. Bon, le problème, c'est qu'ils ne sont pas d'accord sur ce qu'il y a derrière ces garanties de sécurité. Mais au moins, sur ce point, il y a un accord. Et en fait, le vrai problème, c'est que c'est aujourd'hui résiduellement l'Union européenne qui freine et qui surtout maintient une illusion qui est importante pour Zelensky, comme quoi il n'est pas encore obligé de devoir aller à Moscou pour signer une paix. Alors, certains diront une capitulation. Bon, moi je préfère parler de paix, mais une paix aux conditions de la Russie. Ça, c'est très clair. En fait, il y a deux choses. Il y a d'abord
cette illusion que l'Union européenne maintient d'une certaine manière une partie de l'armée ukrainienne en état et surtout donne de l'argent, bon, ça c'est vrai. Et puis il y a un autre point, c'est que l'armée ukrainienne s'effrite, ça c'est notoire, hein. Quand on regarde ce qui se passe sur le terrain, il suffit de regarder les cartes qui sont publiées par les Ukrainiens, alors pas officiellement, mais c'est quand même très 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 proche de l'état-major ukrainien, le site qui s'appelle Deep State, qui publie tous les jours des cartes. On voit bien que l'avance des Russes, elle est importante, elle commence à être significative dans un certain nombre de points. Bon, l'armée ukrainienne est en train de s'effriter, mais elle ne s'effondre pas. Et ça, il y a une grosse différence entre une armée qui s'effrite et une armée qui s'effondre. Donc là, oui, il faut attendre. Alors, moi je pense, avec un certain nombre d'autres experts, que cet effritement est en train de s'accélérer et pourrait déboucher vers la fin de 2025. J'ai toujours dit que la date la plus proche pour une décision, ça serait le 4e trimestre de 2025. Ça serait octobre, novembre 2025. Mais il est possible que l'armée ukrainienne arrive malgré tout à ralentir cet effritement, l'empêcher de se transformer en effondrement jusqu'au début de l'année prochaine. Or, il devient maintenant très clair que Zelensky ne bougera pas tant qu'il ne sera pas confronté à un effondrement majeur. Alors, il semble, si on regarde les déclarations faites fin août par Zelensky, qu'il accepte le principe maintenant d'un échange de territoire. Bon. Simplement, il met pour l'instant des conditions qui sont inacceptables par la Russie en ce qui concerne les garanties de sécurité. En fait, il voudrait, bon, il a compris qu'il ne rentrera pas dans l'OTAN, mais il voudrait une garantie équivalente à l'article 5, mais qui ne soit pas l'article 5, qui passe par des engagements bilatéraux entre un certain nombre de pays et l'Ukraine, et ça, visiblement, la Russie n'est pas prête à l'accepter. Et puis, il y a un deuxième point. C'est ce que les Européens, beaucoup à Zelensky. Oui, tout à fait. Comme tu l'as dit, les Russes, c'est quasiment la raison principale pour laquelle ils sont en guerre. Ils ne sont pas prêts à l'accepter, et surtout, ils ne veulent pas de troupes européennes en Ukraine. Alors, on parle beaucoup, oui, Macron veut envoyer des soldats. Bon, il faut toujours rappeler que ces troupes européennes, même dans l'esprit des Européens, ça serait uniquement après le traité de paix, ou après l'accord de paix. Ça sera pas le cas. Lavrov a fait une plaisanterie. Je suis pas sûr d'ailleurs que ce soit complètement une plaisanterie. Il a dit oui, effectivement, les pays de l'Union européenne et pourquoi pas la Chine. Alors oui, des troupes chinoises en Ukraine, bon, pourquoi pas la Corée du Nord non plus, d'accord. Bon, voilà. Alors, donc ça c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est la taille de l'armée ukrainienne. Très clairement, les Russes ne veulent pas que l'Ukraine dispose d'une armée puissante. Et ils ne veulent pas que l'Ukraine dispose, en tous les cas sur le territoire ukrainien, d'armes à longue portée pouvant frapper la Russie. Alors, on peut toujours trouver des compromis là-dessus, qui consistent à dire, oui, l'Ukraine possède un certain nombre de batteries de lance-missiles à longue portée, 500, 700 km, etc. Mais elles sont hors conflit, elles sont positionnées en Pologne et en Allemagne, sous contrôle des forces de l'OTAN. Et ces batteries ne seraient mises à la disposition de l'armée ukrainienne que si il y avait une nouvelle guerre. Bon, c'est probablement quelque chose qui est négociable avec la Russie. Mais donc voilà, on est dans cette situation où, pour l'instant, l'Union européenne, enfin,
c'est même pas l'Union européenne, hein, c'est quelques pays au sein de l'Europe, hein, faut le dire, hein, c'est l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France. Hein. Quelques pays maintiennent l'idée de il ne faut pas que les conditions de paix aboutissent à une forme de capitulation de l'Ukraine face aux demandes russes. Bon. Mais ces mêmes pays admettent aujourd'hui que leur marge de manœuvre est de plus en plus réduite. Donc, le point qui sera décisif, c'est l'état de l'armée ukrainienne. Et si l'armée ukrainienne passait d'une situation d'effritement à une situation d'effondrement, au plus tôt, je pense, hein, dans le mois d'octobre et dans le mois de novembre, au plus tard, au premier trimestre de l'année 2026, eh bien, si ça se passe, alors Zelensky n'aura plus d'alternative que d'aller à Canossa, enfin, ou plus précisément d'aller à Moscou et d'accepter ce que les Russes lui mettront sur la table. Alors on en est là. Il y a le front, mais il y a aussi le pays. Alors on a vu les sondages sortis d'Institut de sondage ukrainien en cette fin de mois d'août, où 63 à 67%, donc 2 tiers des Ukrainiens, souhaitent que ça s'arrête, qu'on signe la paix, y compris avec perte de territoire. Ça montre le ras-le-bol, au moment même où la Russie lance une campagne de bombardement par différents moyens, drones, missiles, bombes lourdes, assez massifs, quasi quotidiens, et annoncer la production de 6000 drones jour, ce qui augure peut-être de mois de bombardement massifs pour faire craquer le pays. D'ailleurs, comme l'OTAN a fait un peu craquer la Serbie et ce qui restait de la Yougoslavie, avec 78 jours de bombardement sur des infrastructures. Oui, alors là, sur les sondages, c'est très intéressant. Et, la première chose qu'il faut en tirer, c'est que les Ukrainiens sont pour que la guerre s'arrête, très massivement. Très massivement, en fait, quand on regarde le sondage, ou plutôt les vagues précédentes du sondage, on s'aperçoit que la courbe des gens qui voulaient se battre et ceux qui disent non, il faut faire la paix maintenant, les deux courbes se sont coupées en 2023. Grosso modo, il y a eu une année de grande exaltation patriotique, et puis après, les réalités se sont imposées. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, alors on dit beaucoup, oui, mais s'ils veulent la paix, ils veulent pas la paix aux conditions des Russes. Mais ça, il faut comprendre. C'est un truc de psychologie classique. Tu as un système de préférence. Alors oui, ta première préférence, c'est on fait la paix à nos conditions. Mais tu sais que c'est pas possible. Après, la deuxième préférence, c'est on fait la paix à des conditions entre guillemets justes. Bon. Et puis la troisième préférence, on fait la paix aux conditions de la Russie. Mais si l'alternative, c'est on continue la guerre, comme tu as une majorité, une large majorité, hein, 70% des répondants qui ont dit qu'ils ne voulaient plus de la guerre, eh bien, tu accepteras la troisième des solutions. Ah, pas de gaieté de cœur, hein, mais personne n'accepte de signer dans ces conditions de gaieté de cœur, bon, mais tu l'accepteras quand même. Bon. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, oui, la Russie est en train de monter ses bombardements, et alors elle monte les bombardements dans deux dimensions. Il y a d'abord une dimension tactique dont on parle pas, hein, mais qui est énorme. Rien que sur Pokrovsk. Donc c'est un point. Alors, bien sûr, c'est une bataille importante, mais c'est un point du front. Les Russes ont tiré depuis 10 jours 600 bombes guidées. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'écraser les systèmes de défense ukrainiens. Donc ça, c'est un point. Et puis il y a une autre vague de bombardement, qui elle est une vague de bombardement qu'on peut qualifier de stratégique. Ce sont les bombardements contre l'ensemble des capacités industrielles de l'Ukraine. Et ce sont ces bombardements qui posent le plus de problèmes, parce qu'il y a des victimes civiles avec. Et il ne peut pas ne pas y en avoir. Alors par exemple, cette nuit, enfin la nuit dernière, à Kiev,
on a eu le bombardement de plusieurs usines. Et il faut savoir, bon, quand on a la carte de Kiev sous les yeux, et moi-même je connais un petit peu ces endroits, ce sont des usines qui font essentiellement des drones ou du matériel électronique et qui sont en plein dans des quartiers résidentiels. Ah oui, c'est pas des usines avec des grandes cheminées qui sont sales, qui polluent, etc. Non, c'est ce qu'on appelle de l'usine smart, hein, où on fait beaucoup plus du montage de pièces électroniques, électriques, etc. Bon, bref, ces usines sont dans le tissu urbain de Kiev. Alors, il semble qu'elles aient été très, 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 très sévèrement touchées. À la fois par des missiles balistiques, des Iskander tirés depuis la Crimée, des drones de différentes tailles, hein, parce qu'il faut faire attention. On a du petit drone qu'on utilise sur la ligne de front jusqu'au Geran 3, qui emporte quand même entre 50 et 90 kilos d'explosifs. C'est pas du tout la même échelle. Et effectivement, il y a eu 2 immeubles de touchés. Et dans un cas, on peut penser que ce sont des drones qu'avant. Oui, ce sont des drones qui ont été touchés par la défense antiaérienne ukrainienne. Alors, si la défense antiaérienne les fait exploser en vol, très bien, c'est parfait. Mais parfois, elle les endommage seulement. Hein, c'est malheureusement le cas. Et là, le drone, il est plus guidé, ou son système de guidance ne fonctionne plus. Bon, et donc, il va s'écraser sur la première chose qu'il rencontre, et là, un immeuble. Et c'est pour ça qu'on a eu 17 morts. Maintenant, je rappelle simplement que si, comme on le dit dans la presse, les Russes avaient ciblé essentiellement la population civile, 17 morts qu'on aurait. C'est 200 à 300 morts. Il faut toujours rapporter à ça au nombre de morts qu'il y a à Gaza. C'est la même chose. Hein. Gaza, grosso modo, c'est une ville. Hein. Bon, pas que, mais c'est quand même essentiellement une ville. Et où les Israéliens tirent en fait moins de munitions qu'en Ukraine. Bon. Et la moindre frappe sur Gaza, elle fait 60, 70, 80 morts. D'ailleurs, on est actuellement, depuis le début des opérations militaires sur Gaza, on est à 50 000 minimum, 70 000, c'est plus probable que ça, autour de 70 000 morts. Les chiffres en Ukraine sont de très loin inférieurs. Donc on voit bien, oui, malheureusement, la population civile est touchée, mais c'est pas la population civile qui est visée. Il n'y a qu'un seul cas où, me semble-t-il, il y a eu la volonté des Russes de détruire un immeuble. C'est l'immeuble où il y avait le British Council et la délégation européenne. Alors, d'autant mieux que c'est un immeuble de bureau, donc on savait qu'il était vide hein, quand l'attaque a eu lieu vers 4 heures du matin, entre 3 et 4 heures du matin, il était vide. Hein. Bon. Mais c'était clairement signé, là. Oui, alors, parce que qu'un missile endommagé aille s'écraser là-dessus, alors que c'est quand même pas exactement à côté d'une usine d'armement. Bon. Est-ce que ça serait, selon toi, un petit message envoyé aux Européens? Parce que les Européens, après Anchorage, après la rencontre Trump-Poutine, après la rencontre qu'ils ont eue un peu en petits élèves devant le maître avec Donald Trump, en tout cas verbalement, en particulier Emmanuel Macron, Merz, sont très très bellicistes, provocateurs, et je ne sais pas comment tu le vois, mais il semble espérer quand même encore une sorte de défaite de la Russie, voire un effondrement de l'économie. Je ne comprends pas très bien à quoi il se raccroche. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, il ne croit plus du tout à une défaite de la Russie ou à un effondrement de l'économie. Simplement, ce qu'ils veulent, c'est que
on obtienne un accord, et ils ont acté que ça sera un accord de paix, que ça ne sera pas un cessez-le-feu, qu'on obtienne un accord qui soit plus équilibré en faveur de l'Ukraine. Bon. Après, je pense que ces gens savent très bien que leurs capacités de pression sont aujourd'hui extrêmement faibles. Extrêmement faibles. Donc, c'est essentiellement des mots. Mais si tu veux, dans l'OTAN, c'était une vieille coutume. Hein. L'OTAN a toujours été extrêmement friand de mots, et ce n'est que quand les États-Unis décident d'y aller que l'OTAN y va réellement. Par exemple, dans le cas de l'ex-Yougoslavie. L'OTAN avait fait des déclarations incendiaires pendant des mois, et tant que les États-Unis n'ont pas décidé d'y aller, rien ne s'était passé. Il a fallu que les États-Unis décident pour y aller. Bon, ce qui fait que, autant en anglais, un NATO, ça signifie chez les analystes militaires « no actions, talk only ». Pas d'action, seulement du blabla. Bon. Et donc voilà, on est revenu à cette situation-là pour l'OTAN très clairement. Bon, mais alors, on va être dans cette situation où tout le monde dit on est prêt à négocier, les Russes le disent, les Ukrainiens le disent maintenant très clairement, mais les conditions ne sont pas réunies pour cette négociation. Et on voit bien que ce n'est principalement qu'un changement sur le terrain qui peut conduire à l'ouverture de ces négociations, non pas tellement en termes de perte de territoire, encore que ça peut jouer, hein, clairement, mais c'est le fait, quand l'armée ukrainienne passera de cette situation d'effritement à une situation d'effondrement, là, il serait logique, effectivement, que le gouvernement ukrainien, que le président ukrainien décide d'aller négocier avec la Russie avant que ce soit l'effondrement complet, irréversible, irrémédiable, bon, etc. Donc, c'est grosso modo ça qu'on va attendre. Et il faut quand même rappeler une chose. Tu sais, les négociations sur le Vietnam, elles avaient commencé en 68. D'ailleurs, au moment des événements de 68. Je vous rappelle, il y avait un très joli dessin du Canard enchaîné. Où on voyait les négociateurs vietnamiens, américains, chinois, bon, qui arrivaient à Paris. Alors, bon, les gens étaient en train de se battre. Il y avait des pavés qui volaient dans tous les sens. Et il y avait un petit diplomate qui leur disait bienvenue pour la paix à Paris, messieurs. Ça a commencé en 68. Et l'accord date de 73. Oui, 5 ans. Enfin, 5 ans. Plus de 4. Bon, donc, ce n'est pas exceptionnel que l'on soit dans ce type de situation. Et on voit bien d'ailleurs, pour la question du Vietnam, tant que les Américains pensaient qu'ils pouvaient retourner la situation à leur profit au Vietnam, ils n'avaient pas vraiment envie de faire des concessions. Et les Vietnamiens, pour d'autres raisons d'ailleurs, n'avaient pas envie de faire des concessions. Surtout Westmoreland qui fantasmait. Oui. On va pas rentrer dans les détails de la guerre. Oui, bon, voilà. Bon, donc voilà. Et puis à un moment donné, les choses se débloquent et on arrive à des accords. Il y a une côte mal taillée d'ailleurs. Ça c'est un autre problème. Mais on arrive effectivement à des accords. Donc c'est ce qui va se passer. À un moment donné, des choses vont se passer sur le terrain et des choses qui ne seront probablement pas si spectaculaires que ça. Si tu veux, il faut bien regarder quelles sont les unités que les Ukrainiens aujourd'hui utilisent en dernier recours. Moi, j'ai été très impressionné par le fait qu'ils aient utilisé des unités de police à Pokrovsk. Parce qu'ils n'ont plus rien d'autre. Bon, si on a encore 2-3 affaires de ce type, avec des percées russes importantes et l'armée ukrainienne qui est obligée de racler les fonds de tiroir et de racler le fond du fond. Hein. Bon. L'offensive ukrainienne de 6
Moi, sur Kursk aura bien été une absurdité stratégique de ce point de vue-là, parce qu'ils ont Oui, cramé leur totalement. Total. toute réserve et de très bonnes unités pour un Total. résultat complètement nul. Alors, c'est logique, si il y a une cohérence qui est une cohérence de relations publiques. Il faut jamais oublier que Kursk est lancé, en fait, dans la campagne américaine, des élections présidentielles américaines. Bon. À un moment où Zelensky croit que ça sera Biden ou Kamala Harris qui sera élu. Ce qui explique d'ailleurs le fait qu'il fait cette bêtise d'aller parler dans des meetings électoraux de Biden et de Harris, ce que lui reproche en réalité beaucoup Trump. Et je suis persuadé que si Zelensky avait dit bon, il y a une possibilité que ce soit l'autre qui soit élu, que ce soit pas mes potes démocrates, mais que ce soit l'autre qui soit élu, il ne l'aurait pas fait, hein, parce qu'il était absolument persuadé que ça serait Biden ou Harris qui serait réélu. Bon. Et dans cette perspective, le fait de monter une opération de relations publiques, vous voyez, nous sommes capables d'avancer, nous sommes capables de rentrer en Russie, bon, etc. Ça avait un sens pour débloquer une aide supplémentaire de la part des États-Unis. Alors, ce qui n'a réellement pas de sens, c'est à partir de l'élection de Donald Trump, l'armée ukrainienne aurait dû se retirer très rapidement de Kursk, mais là il faut tenir compte avec des effets psychologiques à la fois au sein de l'armée et entre les unités de l'armée, avec en particulier les unités d'ultranationalisme, etc., qui disent mais évacuer complètement Kursk, c'est pas possible, enfin c'est une honte, etc. Mais en réalité, là, ça n'avait plus aucun sens. Le seul sens que pouvait avoir l'offensive de Kursk, c'était une opération de communication cohérente avec l'idée, bah, ça sera Biden ou ça sera Kamala Harris qui sera réélu. À partir du moment où bah, c'est Trump qui est réélu, ça n'avait effectivement plus aucun sens. En tout cas, ça a permis à Kim, en Corée du Sud, de faire un show médiatique récent sur les soldats nord-coréens tués à Kursk. Oui. Pour finir le chapitre géopolitique, l'été a quand même marqué ce qu'on pourrait appeler une crise de la relation transatlantique, en particulier avec cette capitulation sans condition de Madame von der Leyen à Washington devant Donald Trump a accepté des accords commerciaux qui n'ont d'accord que le nom, puisque c'est pire qu'un accord de libre-échange, vu que ça ne va que dans un seul sens. On connaît les détails, 15% pour, tu en as parlé ici, hein, pour les produits européens auxquels on doit ajouter la parité euro-dollar qui va quasiment amener tout ça à un équivalent à 28-30%. On a les 600 milliards que l'Union européenne doit investir dans l'économie américaine, acheter pour 3 ans 750 milliards d'énergie, d'hydrocarbures aux États-Unis. Bon, et puis là, c'est la séquence relativement désagréable, on le disait tout à l'heure, des petits élèves devant Donald Trump dans le bureau ovale à écouter la décision prise avec Vladimir Poutine à Anchorage. Est-ce que, alors, je ne sais pas si l'article est sorti ou s'il va sortir dans Relations internationales, mais tu sors un papier sur la crise transatlantique vue du point de vue de Moscou. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Si on joue en fait à front renversé. Pendant très longtemps, l'Union soviétique d'abord, et puis la Russie, regardaient tous les moments de crise au sein de l'OTAN comme des moments qui lui étaient favorables. C'était grosso modo l'idée, on va pouvoir soit faire avancer des négociations de désarmement, soit faire avancer des négociations commerciales, bon, etc. On va pouvoir profiter, grosso modo, c'était l'idée, on va insérer un coin entre les États-Unis et les pays européens de l'OTAN. Bon. Or, aujourd'hui, on est dans la situation inverse. Les États-Unis sont peut-être le moins agressifs vis-à-vis de la Russie,
Je ne dis pas qu'ils soient complètement pacifistes, hein, loin de là, mais ils sont de très loin le moins agressifs. Et c'est en réalité les pays européens de l'OTAN qui jouent la surenchère. Et là, je pense que ça doit être analysé de manière assez négative par la Russie, qui se dit d'abord, est-ce que les Européens sont prêts à dépenser autant pour leurs dépenses militaires que ce qu'ils disent? Bon, parce que les dirigeants russes sont pas des idiots, hein. Ils savent très bien que entre une déclaration, oui, Monsieur Trump, nous allons dépenser 5% de notre PIB, etc., et le budget réel, il y a une marge, quoi. Donc, bon. Ils ont d'ailleurs fait leurs calculs et ils se disent, ouais, si les Européens montent à 3% des dépenses de défense, ça va les mettre grosso modo à égalité avec ce que nous on dépense et ça pose pas de problème réel. Par contre, si on passe de 3 à 5%, ça obligera la Russie à faire à nouveau un effort particulier sur la défense. Donc ça, c'est un problème réel et il le voit bien. Le deuxième point, c'est jusqu'à quel point les pays européens peuvent-ils empêcher les États-Unis de repasser des accords intéressants avec la Russie. Alors qu'il s'agisse d'accords commerciaux ou qu'il s'agisse d'accords de désarmement, ou plus précisément de limitation d'armement. Pas des vrais accords de désarmement, bon, etc. Le cas intéressant, c'est par exemple les forces nucléaires intermédiaires. Alors, c'est un accord qui avait été signé dans les années 80 et qui mettait d'ailleurs fin à la fameuse question des euromissiles. Hein. Bon. Et on voit que, en fait, c'est un accord qui a été affaibli par deux choses. Un, parce qu'il y a beaucoup d'armes nouvelles qui sont des armes duales, qui peuvent être utilisées avec une tête nucléaire, avec une tête non nucléaire, et qui ont déséquilibré complètement cet accord. Bon, ça c'est un premier point, donc de toutes les manières, il fallait le réécrire. Deuxième point, c'est que c'est Trump lui-même qui a voulu sortir de cet accord. Alors, pas sans raison. La raison avancée par Trump, c'était le réarmement chinois. Alors, les Russes disent, on comprend, mais vous auriez pu jouer sur d'autres choses. Par exemple, renforcer la présence de certaines armes dans les îles Hawaï, à Pearl Harbor, hein, bon, etc. Bon. Mais les Russes avaient compris aussi que cette volonté des États-Unis n'était pas seulement dirigée contre eux, était même probablement pas dirigée principalement contre eux. Bon. Donc, les États-Unis sortent en 2018, la Russie sort en 2019. Ils ont attendu un an hein, quand même, avant de dire, bon, puisque les États-Unis sont sortis, on sort aussi. Bien. On est au point aujourd'hui où il reste un cadre qui survit en fait, qui n'est plus légal, mais qui est toujours plus ou moins respecté d'un côté comme de l'autre. Et donc la question qui se pose aux Russes, c'est est-il possible de refaire un accord sur les armes intermédiaires qui recréerait les conditions d'une stabilité stratégique en Europe? Et eux, ils sont demandeurs hein, de ça, ils sont clairement demandeurs. Bon. Ou bien, est-ce que ça sera la seule dissuasion qui assurera la stabilité stratégique? Et donc, dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'ils prennent des initiatives qui sont déstabilisatrices pour l'autre côté. Alors, par exemple, il y en a déjà une qu'ils ont prise, hein, c'est installer des missiles Oreshnik avec des têtes nucléaires en Biélorussie, au Bélarus. Bon. Même si ce sont des missiles qui peuvent avoir des têtes
non nucléaire. C'est typiquement le cas d'une arme duale. Ça va être un facteur de déstabilisation. Est-ce que les États-Unis vont de même installer en Allemagne ou en Italie des missiles de croisière rapides, voire des missiles hypersoniques, parce que avec 15 ans de retard, les États-Unis sont en train de développer des missiles hypersoniques. Bon, est-ce qu'ils vont déployer ce type de missiles qui pourraient avoir soit des têtes conventionnelles, soit des têtes nucléaires? Donc il y a une vraie question. Et de ce point de vue-là, les Russes considèrent que ce sont des négociations qui sont suffisamment complexes, et elles sont complexes à la fois pour des raisons politiques, mais aussi pour des raisons techniques, parce que les techniques utilisées dans ces différentes armes sont pratiquement toutes des techniques duales, bon, pour que les Européens, passe-moi l'expression, viennent pas foutre leur merde sur cette question. C'est grosso modo ça le sentiment, consiste à dire on a des choses sérieuses à discuter avec les États-Unis. Vous d'habitude vous taisiez, ou bon les Allemands gueulaient un peu, bon, mais globalement vous taisiez. Vous n'allez pas en plus en rajouter par des discours et des déclarations va-t-en-guerre sur une question qui est importante globalement pour la stabilité stratégique, et qui ne peut se négocier qu'entre la Russie et les États-Unis. Faut le dire tel quel. Bon. Donc il y a ça. Et donc je pense que la combinaison des deux amène désormais les Russes, d'une certaine manière, à souhaiter que le contrôle américain sur l'OTAN soit renforcé. C'est l'inverse de leur position traditionnelle. Pendant très longtemps, ils ne faisaient qu'attendre ces crises de la relation transatlantique. Bon. Et aujourd'hui, ils se disent, mais cette crise de la relation transatlantique, elle produit de l'instabilité, elle produit de l'incertitude, et en particulier de l'incertitude stratégique. Tout ce qu'ils n'aiment pas est ce que aucune puissance raisonnable n'aime. Il n'y a que des gens déraisonnables qui peuvent aimer l'incertitude et l'instabilité stratégique. Bon, et donc ils se disent ah oui, mais ça, pas question. Et alors comme en plus il y a cette proclamation de Merz qui va refaire de l'armée allemande la première armée de l'Europe occidentale. Alors là encore, les Russes ne sont pas dupes. Il faut peut-être pas les prendre non plus pour des imbéciles qui croient le premier éditorial ou le premier article de journal paru. Non, ils savent très bien, par exemple, que pour faire une armée puissante, l'Allemagne va avoir un problème d'effectifs extrêmement important. Et c'est pas seulement d'effectifs en termes de nombre de femmes et d'hommes, mais c'est en termes de femmes et d'hommes motivés. Parce qu'aujourd'hui, il y a grosso modo que un quart à un tiers des Allemands qui sont prêts réellement à faire la guerre à la Russie. Bon. Mais en même temps, les Russes se disent, c'est la situation actuelle. Cette situation peut changer dans l'avenir. Bon, admettons que on a un gouvernement allemand qui matraque sa population de propagande, bon, etc. Ça pourrait changer. Et ça ferait ressurgir une situation que la Russie, que l'URSS, n'avait plus connue depuis les années 30. C'est d'une menace centrée sur l'Europe occidentale et dont la tête est en Europe occidentale. Parce qu'il faut faire attention, c'est pas la même chose d'avoir des forces armées américaines qui sont présentes en Allemagne. Mais c'est pas l'armée allemande. Et ça rentre dans une logique de négociation beaucoup plus générale entre l'URSS ou la Russie et les États-Unis. Que d'avoir en plus, dans la situation, un ou deux ou trois pays européens qui agissent de leur propre initiative et qui se dotent de capacités militaires qui,
combinées sont l'équivalente ou sont supérieures, et même parfois fortement supérieures, à celles de la Russie. Très Et donc, intéressant. on voit bien là le problème qui se pose. Alors pour l'instant, il y a, je dois le dire, très peu de déclarations officielles. C'est beaucoup plus par les canaux non officiels, les revues, la revue de l'IMEMO, la fameuse revue La Russie et les affaires globales. Bon, une revue qui est publiée à la fois en russe et en anglais, publiée d'ailleurs par un ami, quelqu'un que je connais très bien. Bon, c'est plutôt par là que l'on voit sortir des dépositions, mais on sent bien qu'il y a aujourd'hui une forme d'agacement des Russes qui en sont au point, pour certains, de penser bon, si Trump il pouvait les remettre tous au pas, à la limite, au moins, on n'a qu'une personne avec qui négocier et c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, il y a cette situation. Vraiment très très intéressant. Merci de faire cette analyse parce que oui, elle est rare et semble plutôt rationnelle. Oui. Justement, allons, comme le temps passe, basculons sur un de ces trublions, la France, où Emmanuel Macron est très largement maintenant considéré comme une sorte d'agité du bocal à l'international. Je parle principalement des pays du Sud global, où c'est, quand on lit la presse indienne ou indonésienne, bon, c'est assez... voilà. Restons polis, hein, il est pris au sérieux, on va dire. On a en ce moment une crise en France, de facto, une crise économique, une crise sociale, une crise politique dont on n'arrive pas à sortir. Alors, est-ce que d'un côté, cette agitation du côté d'Emmanuel Macron à l'international ne sert-elle pas à couvrir un peu les problèmes intérieurs et selon toi, qui est très grands économistes français, ceux qui a prévu quelques petits problèmes qui sont passés dans les 30 dernières années, est-ce que la situation de la France est réellement catastrophique sur le plan économique? Alors, il faut distinguer l'économie et le financier. La situation est, d'un point de vue économique stricto sensu, très mauvaise. Catastrophique, je ne sais pas, mais très clairement très mauvaise, avec je rappelle, c'est les termes de Béraud. Il y parle de oui. Le Nil va être transformé en c'est le fait que l'on a une industrie qui continue de péricliter, que la productivité du travail ne semble pas reprendre. Alors là, il y a toujours un doute parce que les chiffres de productivité du travail et de hausse ou de baisse de la productivité du travail sont aujourd'hui des chiffres de début 2024. Il y a en fait un peu plus d'un an de décalage, mais ça c'est le fait des statistiques, hein. On peut pas le faire autrement. Or c'est un point essentiel parce que il y a beaucoup de gens qui disent mais regardez le système par transfert pour faire fonctionner le système social français, ça peut plus fonctionner à partir du moment où on a moins d'actifs et plus de retraités. Mais si, ça a très bien fonctionné. Et ça fonctionne sans dette, en réalité, dans la mesure où, par rapport aux années 60, la productivité a fortement augmenté. La productivité du travail, la productivité de chaque actif, elle augmente de 2,5% par an depuis la fin des années 50. Parfois plus, parfois un peu moins, bon, ok. Donc, en réalité, c'est la productivité du travail qui assure la stabilité du système, et ça avait été conçu comme ça. Faut pas croire non plus que les gens, fin des années 40, début des années 50, étaient complètement idiots. Excuse-moi. Ils faisaient peut-être moins de mathématiques,
Mais les bases de l'économie, ils les connaissaient aussi bien que nous, et ils avaient justement prévu, dans une économie industrielle, que la hausse de la productivité serait un facteur important et que donc, même si démographiquement, on avait de plus en plus de retraités par rapport au nombre d'actifs, le ratio retraités sur actifs augmenté, eh bien, ça serait compensé largement par les gains de productivité. Bon. Or, la productivité, depuis 2021, n'augmente plus. Ah, ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est un vrai problème. Donc ça, point 1. Point 2. J'ai dit que l'industrie française était en train de continuer sa chute aux enfers. Mais aujourd'hui, si on retirait les aides données dans le budget aux entreprises, ce serait un effondrement immédiat. Donc, il y a un problème. Alors, je sais que beaucoup d'entreprises détournent ces aides, les utilisent pour faire tout à fait autre chose de ce pourquoi elles étaient prévues. Ils augmentent la rémunération des actionnaires et après ils reviennent au gouvernement en disant « Ah, on n'investit pas assez, il faut aider l'investissement ». Bon, ok. Tout ça, c'est connu, et d'ailleurs, ça ne date pas de ces 2-3 dernières années. Il faut être honnête pour ça. Les grandes entreprises françaises se sont toujours comportées comme cela depuis plus de 30 ans. Bon, donc, c'est un fait structurel. Bien. Mais, admettons qu'aujourd'hui, on ait un gouvernement qui dise « Oh, écoutez, messieurs, vous charriez, hein. Mesdames, messieurs, vous êtes allés trop loin. On va couper dans ce budget. » Ça provoquerait un effondrement assez rapide du système des entreprises françaises. Donc, on a ces deux problèmes. Et là-dessus vient se mettre un troisième problème, c'est le déficit commercial. Alors, le déficit commercial est compensé parce que nous avons des flux de capitaux qui rentrent en France. Faire attention. Quand on a un déficit commercial, l'argent sort de France. Mais quand on a un déficit financier, autrement dit, quand le pays accueille plus de capitaux qu'il ne place ses capitaux à l'étranger, c'est l'inverse. L'argent rentre en France. Or, pour toute une série de raisons, et qui sont des raisons, elles aussi, structurelles et appelées à continuer, nous avons des entrées de flux financiers qui, d'une certaine manière, compensent, et même au-delà, les sorties liées à la balance commerciale. Bien. Mais le problème, c'est que cette balance commerciale ne fait que se dégrader. Et donc là, oui, il y a un vrai problème, parce qu'à un moment donné, les entrées de capitaux ne suffiront plus à compenser. Donc, si tu veux, c'est ça, un petit peu, les 3 points de crise grave que connaît l'économie française. Et ce ne sont pas des points datant d'il y a quelques années, ce sont des choses relativement structurelles depuis au moins 15 à 20 ans. Bon. Et puis d'un autre côté, on a la question budgétaire et la question de la dette. Oui, parce que j'allais te poser la question, le budget là maintenant qui doit être fait. Bon. Même Moscovici a dit que ce serait un budget quasiment irréalisable. Qu'en est-il? Enfin, irréalisable sans des coupes massives. Je veux dire, dans le cadre maastrichtien, dans maintenant les règles absurdes et sans production industrielle, ça semble être un budget suicidaire. Non. Alors, je ne pense pas que ce soit un budget qui soit impossible, sauf qu'il va amener à faire des choix. Et comme on est avec une situation politique où le Parlement n'est pas capable, n'a pas de majorité pour faire ses choix, oui, ça va poser un problème, effectivement. Mais fondamentalement, qu'est-ce que ça veut dire ? On ne peut pas couper massivement dans la partie dépenses. Il n'y a que 2 postes sur lesquels on peut couper.
soit on coupe sur le poste social, et là, bonjour le mouvement social qu'il y aura, bien, soit on coupe sur les aides aux entreprises. Parce que là, faut pas tortiller des fesses là-dessus. Alors, je sais pas si c'est vraiment 220 milliards ou 210 milliards comme il y avait dans le rapport qui a été fait par le sénateur communiste, qui par ailleurs me semble assez sérieux. Bon, il est possible que ce soit un peu moins. Mais quand je dis un peu moins, ça représente quand même autour de 180 milliards. Il y a 180 milliards sûrs là-dedans. Bon, pas très bien, mais si on coupe là-dedans et qu'on fait rien d'autre, tu vois ce à quoi je pense, hein, une sortie de l'euro, mais bon. Oui, je voyais ça m'a moi, provoqué. moi, je pense. Oui, ça va provoquer. Voilà, ça s'écroule. Ça s'écroule. Donc, on peut assez peu agir sur le volet recettes, sur le volet dépenses. Donc, il reste le volet recettes. C'est quoi? Alors, on peut rajouter de la charge sur les classes moyennes et les classes défavorisées, par exemple avec une hausse de la TVA, bon, qui par ailleurs aura des conséquences importantes sur la consommation. Bien. On peut chercher à faire payer, entre guillemets, les riches. Le problème, c'est que les riches, les vraiment riches, hein, et aujourd'hui, quand je parle avec des gens du ministère des Finances, ils s'orientent vers une définition qui est de l'ordre d'un revenu annuel de 250 000 euros. On peut dire effectivement que là, quelqu'un est riche. Bien. Mais même ça, ils se rendent compte que dans le cadre légal de l'Union européenne, c'est extrêmement difficile. Parce que il y a toute une série de dispositifs financiers qui permettent en fait à ces riches non pas de tourner la fiscalité, non, ils la respectent. Ils en respectent les formes, ils n'en respectent pas le sens. C'est ça le problème. Mais les formes étant ce qu'elles sont dans le cadre de l'Union européenne, ça va être difficile, sauf à rajouter des impôts qui sont pas très intelligents, comme les impôts sur le capital. Et imposer le capital, et non pas les revenus du capital, c'est très différent, hein, imposer le capital, ça pose tout de suite d'énormes problèmes. Donc globalement, pour le budget, si on réduit les dépenses de 15 milliards, ça sera le bout du monde. Et si on augmente les recettes, mais en tapant malgré tout beaucoup plus sur les classes moyennes et sur les classes populaires que sur les gens qui sont réellement très aisés, parce que dans le cadre des propositions de Bayrou, hein, c'est le 3/4 tape sur les classes moyennes, classes populaires. Tout à fait. Mais si tu veux, ça, il faut reconnaître que tu peux pas faire autrement dans le cadre actuel. Si tu veux, ou tu mets en cause l'Union européenne, moi je suis d'accord, hein, mais je comprends aussi que c'est un autre débat. C'est un débat qui devrait être tranché à l'élection présidentielle. En réalité, bon. C'est intéressant de rappeler à cadre constant actuel et autre cadre. Voilà, parce que, voilà. Mais à cadre constant, si tu veux, mon idée, qui est fait par d'autres qui disent, si on change jamais de cadre, effectivement, rien ne peut jamais changer, c'est sûr. Donc, grosso modo, on peut gagner 15 milliards sur les dépenses et on peut augmenter les recettes de 15 milliards. Globalement, on revient avec, on gagne 1 point de PIB. Bon, d'accord, on aura gagné 1 point de PIB. Après, il y a une autre chose. Mais si on achète de matériel militaire américain, c'est ballot. Oui, mais ça, la France a dit qu'elle ne le ferait pas. D'emblée, la France a dit qu'elle ne le ferait pas, qu'elle avait sa propre industrie d'armement. Bon, donc ça, ok. Bon, d'accord, on va gagner 1 point de PIB. Alors, c'est pas négligeable, 1 point de PIB, mais ce n'est malgré tout qu'un point de PIB. Et on voit bien que là, il faut réellement toucher à des structures. Alors, il y aurait malgré tout
peut-être, je dirais, une solution à laquelle les gens pensent, enfin, les gens au ministère des Finances pensent, mais qu'on ne dit surtout pas dans la presse, c'est augmenter l'inflation. Si la Banque centrale européenne se décide pour une politique plus inflationniste, il faut savoir que on est aujourd'hui un petit peu en dessous de 2 points pour le taux d'inflation. Hein. On est autour de 1,8, 1,6, 1,8. Bon. Admettons qu'on remonte à 3. Eh ben, ça fait immédiatement augmenter les recettes de la TVA, puisque en euros nominaux, on dépense plus, on gagne plus aussi, hein, parce que tout ceci se fait, on pense, avec une préservation du pouvoir d'achat. Mais bon, comme on dépense plus, la TVA rapporte plus, et donc, effectivement, si on décide de ne pas indexer toute une série de dépenses, on peut regagner là-dessus l'équivalent d'un demi-point, voire d'un point entier. Et c'était ça, en fait, l'idée de la fameuse année blanche de François Bayrou. Mais il faut dire que l'idée de l'année blanche fonctionne d'autant mieux que l'on n'a plus d'inflation. Faire une année blanche quand on a une inflation à 1%, ça n'a pas beaucoup de sens. Faire une année blanche quand on a 3%, 4% d'inflation, ça rapporte plus. D'ailleurs, quand on regarde les statistiques budgétaires et les statistiques de la dette, on voit que c'est ce qui a aidé le gouvernement français en 2022 et 2023. Pourquoi est-ce que la dette publique, la dette en PIB, baisse en 2023 alors qu'on n'avait pas vraiment fait d'efforts, hein? Bon, tout simplement à cause de l'inflation. Donc voilà, c'est une solution. Mais disons que grosso modo, entre les mesures qui seront prises directement et la possibilité, mais ça reste encore quelque chose de très spéculatif, parce que la Banque centrale européenne n'est pas encore franchement convaincue de le faire, même si les Allemands la poussent maintenant là-dedans. Ça aussi, c'est un retournement assez amusant, enfin, de voir que l'Allemagne, qui était terrorisée par l'inflation, commence à dire à la Banque centrale européenne faudrait quand même faire un petit peu quelque chose en termes de... Bon, si on fait ça, on gagne, allez, 2 points de PIB sur quasiment 6 points de PIB. On restera avec un déficit important. Donc ça c'est pour le problème budgétaire. Après, il y a le problème de la dette. Alors, tout d'abord, un point important, c'est que le poids de la dette ne compte pas. Ce qui compte, c'est la charge de la dette. C'est ça. Et là, actuellement, la charge de la dette est à combien? Alors, la charge de la dette représente actuellement 70 milliards. Et on se dirige doucement vers les 100. Très doucement, ça serait à 15 ans. Hein, non. Bon. Alors, la charge de la dette, c'est 2 choses. Le stock de dette, oui, bien sûr, et les taux d'intérêt. Bien. Alors actuellement, le taux d'intérêt à 10 ans, qui sert d'indicateur, il est moins élevé qu'en Italie, mais plus élevé qu'en Grèce. Voilà, on se situe entre les deux. Et globalement, tout le tohu-bohu autour de la question de confiance de Bayrou, ça nous a coûté globalement 8 millièmes de points. On était, je crois, autour de 3,12, on est passé à 3,20 ou quelque chose comme ça. Bon. Donc, aujourd'hui, oui, il y a un problème des taux. Maintenant, il faut dire une chose. Cette question des taux, elle est évidemment en nominal, autrement dit, en argent, et non pas en valeur tenant compte du taux d'inflation. Par exemple, quand on a par exemple un taux de 3,2 ou 3,4%, et que par ailleurs l'inflation augmente de 1,8%, le taux réel d'intérêt
représente 1,6%. C'est pas la même chose. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que oui, nominalement, la charge des remboursements augmente, mais elle augmente faiblement compte tenu de ce qu'augmente le budget globalement du fait de l'inflation. Et là encore, il y a une très grande malhonnêteté chez Bayrou et chez l'ensemble du gouvernement. Et cette malhonnêteté, elle porte sur 2 points. Un, donner des chiffres absolus de dette. Ah oui, nous faisons 3200 milliards. Bien. C'est combien le PIB de la France? C'est ça d'abord. Parce que c'est pas la même chose d'avoir 3200 milliards d'euros de dette et d'avoir un PIB de 1500 milliards ou de 2800 milliards. Bon, donc déjà, tout raisonnement qui n'est pas en pourcentage, mais qui est en chiffre brut, ne sert qu'à affoler la population. Premier point. Deuxième point. C'est l'effet voulu, soyons clairs. Oui, tout à fait, mais il faut le dire. Deuxième point, tout raisonnement qui ne fait pas la distinction entre les taux nominaux et les taux réels se moque du monde. Par exemple, tout le monde dit « Ah, la Russie, là, ils ont un peu baissé les taux, mais ils sont à 18%, c'est horrible ». Oui, c'est beaucoup trop, je suis d'accord. Mais c'est moins horrible quand on sait que le taux d'inflation est autour de 10%. Autrement dit que le taux réel, il est de 8%. Il n'est pas de 18%. Ou il n'est même pas de 16%. Si on avait, par exemple, si la Russie avait le même taux d'inflation que la France, ça voudrait dire un taux réel à 16%. Bon. Donc ça, c'est un problème. Alors après, il y a un risque. Et c'est le risque que les taux d'intérêt continuent d'augmenter et qu'on se retrouve progressivement avec des taux qui deviennent globalement insupportables. C'est un risque. C'est pas un risque aujourd'hui. Bon, par exemple, Monsieur Lombard, notre ministre des Finances, a fait à 3 heures d'intervalle il a fait une déclaration sur RTL, suivie d'un tweet, et puis 3 heures après, il en a fait un autre. Et la différence entre les deux est fondamentale et fantastique. Dans le premier, il dit, oui, nous sommes dans une situation, et d'ailleurs le FMI pourrait venir, etc. Le FMI, alors, je dis tout de suite, j'ai jamais travaillé au FMI, mais j'ai travaillé avec des gens du FMI. Oui, je sais, ça fait partie de mes mauvaises fréquentations. J'ai comme ça eu à une période de ma vie de très mauvaises fréquentations. Bien. Et la première chose que j'ai... Ils font que tu sais de nombreuses choses. Voilà. Et la première chose que j'avais faite à cette époque-là, c'était de lire la charte du FMI. Le FMI ne peut intervenir qu'à la demande du pays. C'est-à-dire que, si le gouvernement français n'appelle pas le FMI ne viendra pas. C'est aussi clair que ça. 2, pourquoi est-ce que le FMI vient? En général, parce que les paiements extérieurs ne sont plus garantis. C'est pas pour une question de dette. Le Japon, il est à 210% de son rapport dette sur PIB. Et le FMI n'a aucune intention d'aller au Japon. Bien. Donc en fait, c'est si on avait une crise de balance des paiements. Là oui, on aurait besoin d'argent frais, on aurait besoin d'argent du FMI. Mais pour l'instant, j'ai dit, la balance des paiements, elle est excédentaire. Donc, il n'y a pas de problème. Donc d'un côté, il faut que ce soit le gouvernement qui lui demande de venir, et 2, il faut qu'il y ait une crise de balance des paiements. Bon, Monsieur Lombard le comprend et fait 3h30 après son premier tweet, un deuxième tweet où il dit « Mais non, mais il n'y a pas de crise, mais le FMI n'a jamais eu l'intention de venir, etc. etc. » Et en fait, il dit la vérité. Toute cette histoire de « Ah, mais le FMI va venir », c'est de la blague, c'est du bidon. Par ailleurs, je rappelle que pour la Grèce, le problème, c'était pas le FMI. Moi,
J'ai travaillé aussi avec des gens du FMI à ce moment-là, en 2014-2015. Bien. Et les gens du FMI étaient très modérés. D'ailleurs, certains d'entre eux conseillaient à la Grèce de quitter la zone euro. Alors, ils disaient pas. Ils disaient, vous devriez suspendre temporairement votre participation à l'eurosystème. C'est la Commission qui était excitée. Eh ben oui, et l'Eurogroupe. Et c'était l'Eurogroupe. L'Eurogroupe, rappelons, c'est une instance. C'est quelque chose qui n'existe pas, mais qui existe quand même. Ça n'existe pas parce que... C'est intéressant parce qu'ils font tout le temps ça. Il faut le rappeler quand même, parce que c'est un... Tout à fait. Ça a été créé ex nihilo par une décision comme oui. ça. Et c'est une Dijsselbloem. Et aucun journaliste n'a jamais remis en cause, mais qu'est-ce que c'est que cet Eurogroupe qui n'existe nulle part? Tout à fait, tout à fait. Comme les rois faisaient ça, c'est bien. Voilà. Alors, même pas parce que les rois, en général, ils faisaient légaliser ça. Hein. Oui. Ils mettaient leur décret sous le bras, ils allaient devant le Parlement de Paris, cette assemblée de juges, et puis ils faisaient entériner le décret par le Parlement de Paris. Ah non, 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 ils étaient beaucoup plus légalistes. Là, en fait, on est dans un système où des choses qui n'ont pas d'existence ont une existence réelle et une existence quand même extrêmement importante. Donc on est avec des organisations de faits, ce n'est pas une organisation de droit, on est sur une organisation de faits, mais cette organisation de faits, elle pèse de manière considérable. Bien. Donc, en fait, c'était l'Eurogroupe, le problème de la Grèce. Mais ça, moi je me rappelle, j'ai pas... Maintenant, est-ce que le problème de la France pourrait être la Commission européenne? Ah, je pense. Je pense que, au lieu de parler du FMI, ce qui n'a strictement aucun sens, il faut parler de la Commission européenne et surtout de l'Eurogroupe. Parce que le jour, admettons qu'il y a la question de la dette, c'est évidemment pas maintenant, mais ça serait d'ici quelques années, que la question de la dette devienne de plus en plus importante parce que tout simplement, voilà, on a des taux qui sont trop élevés, donc on n'est plus à 70 milliards de remboursement, on est, ou disons de poids des intérêts. Hein. Je parle pas du principal, je parle uniquement des intérêts, mais on est à 90, 95, 100 milliards, etc. Très vite. Bon, ok, il y a un vrai problème. Ça serait l'Eurogroupe qui nous imposerait des mesures en disant si vous ne les prenez pas, on coupe l'alimentation en euros des banques françaises. C'était ça la menace pour la Grèce. C'était si vous n'appliquez pas les mesures, on vous coupe le robinet pour l'alimentation en euros des banques. Et donc, c'est là où on voit que le problème du gouvernement... Comme dirait Chevènement, comme aurait pu dire Chevènement, Francfort, il y a une portée de char. Oui, alors, c'est une possibilité que moi, personnellement, je n'exclus pas, mais je doute qu'elle soit partagée par le plus grand nombre. Mais c'est vrai que, par moment, je rêve de l'arrivée d'un obus de 120 mm à charge mixte dans le bureau d'un des directeurs de la BCE. C'est des choses qui seraient quand même assez amusantes à voir. Ok, passons. Rassurez-vous, on plaisante un petit peu, c'est parce qu'à l'époque, Chevènement avait dit qu'il m'emmerde à Monaco, je vais envoyer un bataillon de chars et puis le problème est réglé. Voilà, on rigole un petit peu, c'est parce que et aussi la BCE, la Banque Centrale Européenne, le siège est à Francfort. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Mais il y avait une autre solution. Et on en a discuté avec les Grecs, on en a discuté avec l'équipe de Varoufakis. C'était que la Grèce passe à un euro national, comme ça qu'on l'appelait. En fait, une sorte de l'euro en réalité, mais c'était cette idée qui consistait à dire, désormais, on réquisitionne la Banque centrale de Grèce, et la Banque centrale de Grèce, par un jeu d'écriture, crédite les banques grecques qui, toutes ont un compte à la Banque centrale, mais ça c'est de par la loi, hein, si tu veux, c'est quelque chose de tout à fait normal, et les crédite à hauteur de leurs besoins.
Et donc, ça veut dire que l'économie ne s'arrête pas, peut continuer à fonctionner. Donc, on voit très bien que le problème aujourd'hui, il vient non pas de la masse de dette, mais il vient de la question des taux, non pas des taux nominaux, mais de la question du taux réel, d'où l'intérêt de l'inflation, j'en profite pour le dire, et il vient en réalité de la décision du gouvernement français de rester dans un certain cadre qui réduit sa capacité. Alors maintenant, pour finir très vite, comment peut-on régler ça? Admettons que on soit plus soumis à l'euro, ou en tous les cas qu'on soit plus dans l'eurosystème, bon, et que on puisse faire ce que l'on veut avec la Banque centrale. Je signale d'ailleurs que aux États-Unis, il y a de fortes chances pour que la Banque centrale perde son autonomie. On ne parle même pas d'indépendance, là, on parle d'autonomie dans les mois qui viennent. Mais je mets ça de côté. Mais qu'est-ce qu'on ferait? On prendrait 2 décrets. Premier décret qui autoriserait la Banque centrale à prendre en pension des titres publics, autrement dit des bons du Trésor, et d'aller prendre en pension, on peut même respecter la loi de 1973. La loi de 1973 ne fait qu'interdire la prise en pension sans taux d'intérêt réel. On peut dire, ouais, d'accord, les prises en pension se feront à 0,1% de taux d'intérêt pour que ça rapporte un petit peu d'argent pour faire fonctionner le système. Et deuxièmement, deuxième décret imposant à toutes les banques qui travaillent sur le marché français, donc les banques françaises mais aussi quelques banques étrangères, d'avoir un minimum de 20% de titres publics dans leur actif. Ça s'appelait, parce que moi quand j'ai fait mes études d'économie ça fonctionnait, c'était le plancher obligatoire d'effets publics dans les bilans bancaires. À ce moment-là, les banques, pour constituer ce plancher, sont obligées d'acheter des effets publics. Et donc, on a un mouvement d'achat de bons du Trésor important qui se fait à un taux minimal. Évidemment, pourquoi j'ai parlé de 2 décrets, c'est que la contrepartie de ça, c'est que les banques doivent avoir la possibilité de mettre en pension leurs titres publics à certains moments à la Banque centrale, de manière à avoir de l'argent. Okay, ça c'est une obligation et donc il faut les 2. On fait ça et on fait baisser le taux nominal de 3,4% autour de 1%, 1,5% peut-être, donc sous le taux d'inflation. Et on a constamment la possibilité d'émettre de nouvelles dettes. Le problème est réglé. Mais je le dis tout net. Donc, on voit bien que ce qui nous met dans cette seringue, ce sont des règles institutionnelles qui sont très largement les règles de l'eurosystème, hein, de la BCE, de l'euro, etc. Hein. Mais je signale d'ailleurs qu'il y a une partie de ces règles qui sont même pas liées à l'euro. Parce que la Suède, qui n'a pas l'euro, qui a conservé la couronne, est obligée, comme elle est dans l'eurosystème, de respecter certaines de ces règles. Bon, donc, on ferait simplement cela. On arrive d'une certaine manière à résoudre le problème de la dette. Aux États-Unis, d'ailleurs, Donald Trump est en train de s'attaquer à l'autonomie, on ne parle même pas d'indépendance en réalité, mais simplement l'autonomie de la Banque centrale, et il veut que la Banque centrale, en fait, soit au service de la politique de son gouvernement. Bon, là, il a démissionné, alors même si elle proteste, elle dit qu'elle est toujours en place, elle a démissionné une des personnes qui était un des faucons de la Réserve fédérale,
Mais là, on voit bien que ce qu'il veut, c'est aboutir, et ça mettra probablement 1 an à aboutir globalement, à avoir une réserve fédérale complètement sous l'autorité du président. Et je crois que fondamentalement, c'est une tendance à laquelle on va assister dans de très très nombreux pays, alors peut-être pas en Europe, mais dans de très nombreux pays, c'est le retour du contrôle des gouvernements sur les banques centrales, alors que ce retour soit en bonne et due forme, ou que ce retour se fasse de manière indirecte avec des pressions importantes sur les membres des comités directeurs de ces banques centrales. Mais je pense qu'on va dans cette direction. JP Morgan doit se retourner dans sa tombe. Oui. Mais en fait, c'était ça l'idée que l'on avait dans les années 40 et les années 50, 1940-1950, et c'est comme ça que ça avait fonctionné. Mais ce qui est un peu important d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir que les États-Unis n'ont jamais complètement repris à leur compte cette espèce de dogme de l'indépendance de la Banque centrale tel qu'il a été théorisé par la Bundesbank. Alors que nous, on l'a repris en France, on l'a repris en Europe, etc. Les États-Unis sont restés beaucoup plus pragmatiques sur cette question. Bien, merci Jacques pour toutes ces analyses. Je pense qu'on reviendra sur cette question de l'évolution de la Fed, de la Banque centrale aux États-Unis, surtout si on compare à ce qui se passe par chez nous, dans l'Union européenne et en France, où le politique n'a plus réellement le contrôle. On voit bien une reprise en main du politique sur des États-nations de plus en plus réels, que ce soit dans les pays BRICS ou aux États-Unis. Donald Trump l'a compris. Nous, en Europe, on reste un peu dans un marais. C'est peut-être aussi pour ça que nous sommes dans la crise. Peut-être aussi ce qui permettra d'en sortir en écoutant Jacques Sapir. Et donc, je vous propose très bientôt, d'ici 2 semaines, de rediscuter avec Jacques. Peut-être qu'on réussira à le faire. Cette fois-ci, on sera réunis quelque part à Paris en présentiel. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, j'en suis sûr, et que vous n'avez pas encore liké, n'oubliez pas de liker, de commenter, c'est important pour le référencement, mais aussi pour savoir comment vous aimez que nous orientons nos interviews, et bien aussi la partager sur les différents supports. Et on vous dit à très très bientôt pour la rentrée le 1er août pour la matinale de Fréquence Populaire. Merci.